Alors, madame, money profil, je ne sais pas exactement comment il faut dire. Parfait. C'est parfait, merci. Donc, je vais te laisser te présenter, parce que c'est un petit peu complexe, et en même temps, ça parle d'argent, mais tu as une certaine façon de parler d'argent. Anne, merci déjà de m'inviter. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Ricci, j'ai 52 ans. Je suis chef d'entreprise et coach. Je ne me départis pas de ces deux casquettes. Et j'ai créé un outil qui se nomme le Money Profil. Et le Money Profil, c'est une méthode, c'est un outil pour transformer ta relation à l'argent. Et le côté entrepreneurial a fait que je l'ai créé pour booster ton business ou pour débloquer, que ce soit en phase de création, le plafond de verre et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose que je croise souvent chez mes clients. Vendre ses prestations quand on sait ce qu'on doit faire, quand on trouve ça tellement simple, c'est difficile, c'est quelque chose que les gens ont un petit peu du mal. Moi, j'ai vu surtout les femmes. Après, tu me diras plus tard si toi aussi c'est ton ressenti. Donc, business d'un côté, coaching de l'autre. Donc, coaching, voilà, tu accompagnes les gens en fait par rapport à leur relation à l'argent. La relation à l'argent. Et très concrètement, tu vas voir, Anne, c'est loin d'être quelque chose d'idéaliste ou autre. C'est vraiment, on est dans du concret. Le Money Profil, c'est un diagnostic issu de 150 à 200 questions environ, qui va poser ton miroir sur tes comportements. Est-ce que tu es cigale, fourmi, montagne russe, argent dette, sur tes croyances, sur tes émotions, sur la gestion de ton budget, sur ton rapport aux autres, l'effet de comparaison. Là, c'est le Money Profil personnel. La deuxième phase, alors il y a également un Money Profil transition professionnelle qui vient s'y greffer. Si tu es en transition professionnelle, quels sont les freins que tu vas rencontrer, notamment dans ta relation à l'argent, par exemple la peur de manquer, c'en est un. Oui, quand on est à son compte, la peur de manquer, surtout avec le Covid qu'on a traversé, où il y a eu une partie où on rentrait pas d'argent, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont montées à leur compte, mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont préféré vite trouver un emploi. Ah, aussi. Voilà. Aussi. Et paradoxalement, c'est peut-être plus la première hypothèse que l'on a observée, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont posées et qui ont pris le temps de réfléchir au sens de leur travail. Qu'est-ce que je fais au fond? Tu sais, quand on est confronté comme ça à des périodes de crise, on va sur le sens de la vie. Est-ce que mon travail a vraiment du sens ou est-ce que je pourrais changer et switcher pour faire quelque chose qui me représente mieux? C'était ça la grande question et on a vu beaucoup de gens disparaître, quoi. On le voit aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration. Il y a beaucoup de personnes qui en sont parties parce qu'ils ont trouvé un autre type de travail, une autre façon de voir les choses. Tout à fait. Et c'est vrai dans toutes les tranches. C'est-à-dire qu'on le voit au niveau de l'hôtellerie, on le voit aussi au niveau des cadres qui travaillent dans des grands groupes, qui se sont posés véritablement la question, c'est quoi le sens de ma mission et qui ont véritablement pris le temps de se poser. Et il y a toute une vague de personnes qui ont véritablement changé et en se posant des questions, disent mais qu'est-ce qui me permet d'aller faire ce qui est important pour moi, ce qui me motive. Et souvent, ça donne lieu à de la création de son propre emploi en fonction de ce que l'on aime. Voilà. Et du coup, comment ces gens qui viennent de créer leur propre emploi arrivent à gérer l'argent? Parce que du coup, avant, ils avaient un mois qui tombait, tous les mois, il y avait quelque chose qui tombait, qu'ils soient malades, qu'ils soient absents, qu'ils soient en vacances ou qu'ils travaillent, ils avaient quasiment le même mois. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à devoir faire rentrer l'argent. Ouais. Et c'est là où tu sens qu'il y a des blocages, il y a des choses qui sont pas simples, pas si simples, parce que dans ton profil personnel, tu sais plus ou moins si tu es écureuil ou dépensier ou fourmi, mais de là à réclamer de l'argent aux autres pour un service ou une prestation, là, je pense qu'il y a plus de blocage. Et tu vois, tu viens de prononcer un mot qui est très représentatif. Tu vois, alors, si on fait la différence entre un homme et une femme, je n'ai jamais entendu un homme dire réclamer l'argent. Oui. Tu vois, la femme, alors, parce que tout à l'heure on parlait. Oui, on a parlé avant l'interview. Tu vois, avant l'interview. Et effectivement, la femme, elle se sent comme si elle allait réclamer quelque chose.
Tu vois, déjà, ça en dit long Déjà, sur notre posture et déjà notre ma positionnement. posture révélée, voilà. Tu nous Mais parles- La façon dont on en parle nous parle de nous. Et oui, je te rejoins quand il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Il y a je change complètement de mindset, c'est-à-dire que d'un statut où je fournis un travail et où j'ai un salaire en contrepartie. Et là, ça nous semble tout à fait normal, on ne se pose pas de questions. c'est ce que fait à peu près 80-90% de la population. Voilà. On va dire, ben là, voilà, je vais faire quelque chose, une autre activité, et je vais aller demander une contrepartie financière par rapport au travail que je fais. Et là, alors là, Il y a un blocage. Alors, je vais pas dire pour tout le monde, Non. mais pour beaucoup, effectivement, comme tu le soulignais, beaucoup de femmes et certains hommes aussi. Je dirais que la seule différence, c'est que souvent les femmes en ont plus conscience que les hommes. Ah, d'accord. Ah oui, il y a... Ouais, il y a elles ont conscience qu'elles ont du mal à demander. Ah oui, d'accord. Mais la femme n'est pas faite pour demander. Ah non, mais... Oh bah écoute, alors là je provoque, hein, mais culturellement, la position de la femme, c'est celle qui donne. Oui. D'accord. Elle donne la vie, et puis on a appris dans notre vie, hein, je dirais, la femme, c'est celle qui donne. Mais elle donne sans forcément avoir une contrepartie. Ah, mais quand je dis donner, c'est le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire, tu sais, donner sans rien attendre en retour. Voilà. Hein, c'est sacrificiel. D'accord. Oui. Naturellement, si on va du côté de la religion aussi, hein, on est très dans cette posture-là. Ce que j'appelle moi l'intelligence collective nous positionne grandement dans cette culture. Et donc, comment on fait pour justement mettre cette culture, parce qu'elle est très sympa cette culture, mais on a un peu envie de faire sa place, oui, et de la mettre de côté. Oui, la mettre de côté, je ne sais pas si on peut la mettre de côté, tu vois. En tout cas, c'est la regarder et se positionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir la regarder en disant, mais ok, là, on est dans ce système-là. Et ma place aujourd'hui, parce qu'il y a une problématique de place de la femme, hein, je choisis qu'elle soit différente. Hein, et quelle est la place que je veux? Alors, dit comme ça, c'est assez simple. Et après, on tombe dans la dimension personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi-même, j'accepte inconsciemment dans mes comportements, dans mes croyances, dans mes émotions même, tu vois. Qu'est-ce qui va faire que ça déborde? Parce que au final, je fais aussi partie d'une société et que l'être humain est conditionné par rapport à ça. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Nous sommes des animaux sociaux, donc nous sommes aussi dans une sorte de conditionnement qui nous met à une certaine place. Et lorsqu'on veut en sortir, et je dirais que oui, il y a un effort qui est qui peut nous être demandé à nous-mêmes, en disant, ok, je suis dans cet environnement-là, et en même temps, j'ai aussi le pouvoir, moi j'insiste beaucoup là-dessus, chaque femme et chaque homme a le pouvoir de prendre ce que j'appelle son destin, son destin, voilà. Et donc, tu disais aussi que c'est plus souvent les femmes qui s'en rendent compte, oui. Qu'elles ont donc, du coup, elles vont faire la démarche d'aller chercher quelqu'un qui va leur expliquer, qu'est-ce que... Alors, pas leur expliquer, je ne sais pas si on oui, l'explication, mais en tout cas, elles se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui colle pas. Voilà. Tu vois, j'appelle. En fait, je voudrais bien faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Alors, des fois, c'est quelque chose, c'est de gros blocages, hein, que l'on va trouver notamment au niveau de l'éducation, hein, au niveau de tout ce que l'on a construit. Hein. La relation à l'argent des parents, des grands-parents, il y a tout ce qui se transmet et qui se transmet. Voilà, c'est... Et la position de l'homme, tu sais, des fois, elle est pas, je dirais, si on est en comparaison, l'homme, il a pour mission d'apporter l'argent. Il a la puissance. Hein. Et tu sais, le sentiment d'impuissance, notamment quand un homme change de travail ou perd son travail, la perte de revenus, c'est quelque chose de très, très difficile. Hein. Et lui, il a l'injonction de rapporter, de nourrir le foyer. Faut pas croire que c'est plus aisé, hein, parce que derrière, le challenge, il est énorme et la pression, elle est aussi là. Hein. Donc, même que ce soit une femme ou un homme qui se mette à son compte, qui ait décidé de se lancer à son compte, la pression du revenu est quand même là dès le départ. Elle est là. Elle est là. Elle est factuelle. Disons qu'après, tu as un niveau de vie, on va dire, hein, avec de l'argent qui rentre, tu as des dépenses en fonction
souvent, hein, c'est assez corrélé avec ce qui rentre et ce qui sort. C'est-à-dire que si on rentre ça et qu'on dépense ça, tout va bien. Mais si on rentre ça et qu'on dépense ça, il y a un petit différentiel qui risque de faire mal. Ça, exactement. Et donc, lorsque tu crées ton activité ou lorsque tu es en position de changement, en transition, et ce delta-là, même, ça se passe même en transition professionnelle. Là, en ce moment, je rencontre pas mal de personnes qui sont déjà à leur compte et qui sont en train de pivoter d'activité, c'est-à-dire de changer de modèle, soit de modèle économique, soit d'activité à l'intérieur de leur activité. Et ce delta, tu vois, on est toujours en phase de transition, on vit ces différences. On vit ces deltas en termes de rentrée d'argent. Et après, c'est comment je l'anticipe, si je peux l'anticiper, et quelles sont les actions que je mets en œuvre pour le voir. Et la grosse différence, je dirais, entre, si on peut faire, entre le salarié et l'entrepreneur, et là, j'en ai eu un exemple au demeurant qui m'a fait sourire, mais en même temps, c'est tellement vrai. Un salarié, qu'est-ce qu'il fait? Regarde ses revenus au mois. C'est rentré au mois. L'entrepreneur, c'est à l'année. Voir, voilà. C'est très fluctuant. C'est ça, la vision, elle est plus. Moi, ça me fait rire parce que j'ai jamais été comme ça. Justement, j'ai jamais travaillé. Oui, parce que ça fait depuis 98 que tu es entrepreneur. 1998. Donc, et en fait, entrepreneur, mais il y a des mois où ça rentre beaucoup, des mois où ça rentre peu. Là, le mois d'août, ça rentre très peu. Si en plus tu fais payer à 30 jours, ça veut dire qu'en août tu as de l'argent, mais en septembre tu n'en as plus. C'est ça. Donc c'est une vision différente. C'est anticiper en fait un peu les dépenses à venir ou les rentrées à venir. C'est-à-dire que tu mets en place une gestion d'entreprise et non plus une gestion, et quoique évidemment une gestion personnelle, mais qui a une vision d'une entreprise qui fonctionne sur des entrées et des sorties en décalage. Et encore que sur ce point-là, sur les indépendants, moi j'ai quand même tout un module aussi sur la gestion, hein, où alors je ne sais pas si on va aller jusque là, mais en termes de gestion, c'est quand même plus aisé d'arriver à faire rentrer l'argent avant qu'il ne sorte. Hein. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux quand même d'en avoir avant de le dépenser. Tu vois, et là, on est dans apprendre à demander. Oui. Parce que pour le coup, le but, c'est quand même de dire à son client, écoute, avant de commencer ou au démarrage, soit je vais te demander un acompte, soit je vais te demander la totalité de la prestation. Parce que qu'est-ce qui se passe en décalage, hein, si je demande des prestations qui parfois durent 2-3 mois et on atteint les 2-3 mois, les charges courent. Et là, j'ai le delta et on a ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement qui augmente. Et là, on est en déficit en termes de gestion. Et pour revenir au profil, les profils fourmis seront moins en danger parce qu'elles auront tendance à thésauriser. Les profils cigales, elles vont avoir tendance à être beaucoup plus légères avec ça. Dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a de l'argent, hop là, on dépense. Mais et à l'inverse, oui. Alors, vas-y, finis et je reviendrai sur ma question. À l'inverse, un profil fourmi va parfois faire des erreurs de gestion. C'est là où, tu vois, quand on importe son profil personnel dans sa boîte, il y a des erreurs. Mais pourquoi? Là, parce que je pense, j'ai cet exemple aussi où j'avais une dame, là, profil fourmi, c'est-à-dire que j'ai mon matelas, tout va bien, et dans le lancement de son acteur, l'évolution plus exactement de son activité, elle a dû investir dans du matériel. C'était de l'ordre d'un montant de 12 000 €, ce qui est sans doute pas extraordinaire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? La bonne fourmi, que fait-elle? Elle dépense une fois qu'elle a de l'argent. Donc, elle est allée dépenser ce qu'elle avait. Sauf que le matériel, ça s'amortit en entreprise. Oui. Elle l'a pas passé en amortissement, elle l'a dépensé, elle l'a pris sur ses fonds propres, et elle a été en décalage de trésorerie jusqu'au moment où elle est arrivée trop juste. Tu vois? Voilà. Et là aussi, les salariés. Voilà. Oui, le salarié, il sait que le mois prochain, il pourra renflouer ou autre. Mais là aussi, le terme que tu as dit, c'est investissement. On investit dans sa société. On ne fait pas des dépenses. Parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai le site web, bien sûr. Et les gens, ils disent non, mais le site web, c'est trop cher, c'est une dépense trop chère. C'est pas une dépense, c'est un investissement pour être sur la toile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout est là. Tout est dans la différence de langage. Il y a beaucoup de choses, et c'est peut-être ça aussi qui va faire déclencher. Et là, tu vois, c'est là où, quand tu fais ce geste-là avec ta main, tu vois,
Hein, mais c'est bien là que ça se passe. Et tu vois, tu le fais naturellement. C'est-à-dire que tu tournes le boulon. Voilà. Tu tournes. C'est switché, voilà. Quand on parle changer de mindset, c'est vraiment ça, en fait. C'est d'avoir une vision, ou finalement sur un mode de fonctionnement qu'on aurait tendance à reproduire dans une autre situation qui n'est pas du tout adaptée. Et c'est tout à fait normal puisque les situations sont nouvelles et que l'on ne connaît pas, il n'y a pas de culture entrepreneuriale, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, on va reproduire. Et là, j'ai plein d'exemples dans les monnaies profils où les personnes ont reproduit. Hein, on reproduit ce qu'on connaît. On reproduit ce qu'on connaît. Innover, c'est difficile aussi. C'est sortir de sa zone de confort. Cette fameuse zone de confort, on connaît, donc on fait ce qu'on connaît. On va pas trop loin. Oui, et aussi, on ne connaît pas d'autres schémas. Tu vois? Aussi, au niveau compétence, on ne connaît pas d'autres schémas. Donc, on reproduit parce qu'on pense que c'est bon. Là, je pense à un exemple d'une personne qui travaille dans une grosse société de marketing, d'accord, avec un gros site de vente en ligne, enfin vraiment des gros faiseurs hein, sur les ventes en ligne. Voilà, elle s'installe, elle quitte son groupe, hein, c'est vraiment un groupe, donc c'est une personne qui est très, on va dire CSP+, hein, voilà, elle reproduit. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un copier-coller. Elle va travailler à son compte avec le même fournisseur que la société dans laquelle et pour laquelle elle travaillait. Elle prend à peu près je crois qu'on était entre 45 et 50 000 euros pour un site au démarrage. C'est un bon budget quand même. Hein. Un très bon budget. Elle n'avait pas d'autre schéma, ça fonctionnait. Elle a voulu faire, c'était dans l'événementiel. Donc, elle a créé, sauf que, effectivement, ce qu'elle n'a pas perçu, c'était le contexte et l'environnement, le surdimensionnement par rapport à ce qu'elle était prête à créer, parce que si ça fait pas tout, il fallait aussi avoir d'autres voilà. Après, il y a des choses aussi, c'est qu'il faut commencer toujours petit et incrémenter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on commence par certaines choses et on augmente au fur et à mesure la voilure. Oui. Et déjà, la première des démarches, c'est même avant d'arriver là, moi je dis toujours, la première des choses, c'est tu te lances, vérifie que dans ce que tu proposes, tu as des personnes en face qui sont prêtes à l'acheter parce que c'est soit un pain comme on dit en anglais, soit tu vois un besoin. Et ça, on le dit jamais assez. Moi, j'ai toujours l'image de Eugène Schwartz. En fait, tu as les cinq types de clients. Celui qui ne sait pas qu'il a un problème. Voilà. Celui qui sait qu'il a un problème, mais bon, ça le dérange pas plus que ça. Celui qui sait qu'il a un problème et qui cherche une solution. Alors là, déjà, ça commence à être un bon client, un bon prospect. Celui qui sait qu'il y a un problème, qui a une solution et qui a déjà trouvé des solutions. Et celui qui a un problème, qui a une solution et qui reste fidèle à sa solution. Et c'est les trois derniers. Et je vois beaucoup de gens qui s'évertuent à aller vers des personnes qui ne savent pas qu'ils ont un besoin, et qui passent des publicités, qui passent de l'argent, de l'énergie, et même beaucoup d'énergie, alors qu'en face, il y a la personne qui n'a pas besoin de lui. C'est triste, hein, c'est difficile. Oui, c'est la reconversion. Alors, tu sais que tu as l'exemple inverse par rapport à ça, hein, et souvent, on le cite quand on a cette théorie-là, c'est de dire, le trombone, personne n'en avait besoin, parce qu'on savait même pas exister. Non, mais tu vois, alors il y a aussi ça, hein, chez les créateurs et notamment dans l'innovation, on arrive là-dedans. Et en même temps, ça n'empêche pas d'aller vérifier l'étape. Hein, j'ai une bonne idée, je vais la valider. Et qui me valide cette idée pour savoir qui sont mes clients? Exactement. Quelles sont les personnes qui vont le valider? Parce que quand tu veux te lancer dans le massage shiatsu, tout le monde n'est pas prêt à être massé, tout le monde ne connaît pas cette technique. Donc, on va s'orienter vers les gens qui connaissent et qui en ont besoin et qui vont revenir, quitte à les piquer à la concurrence. C'est plus facile que d'essayer de dire, ben voilà, j'ai inventé je fais quelque chose, tu t'es jamais fait masser, allez, viens me voir. C'est ça. Tu vois, voilà. Alors, dans la démarche et moi, dans le rapport à l'argent, justement, il y a ce côté, bon, d'abord personnel, et après le côté entrepreneurial, c'est l'autre casquette, hein, où j'apporte des tips et là, c'est peut-être purement marketing, mais pour moi, comment te dire, c'est pas ni marketing, c'est purement la logique. Tu vois, c'est une logique imparable. D'ailleurs, quelle est pour toi la relation du marketing par rapport à l'argent? Parce que des fois, le marketing, quand tu le prononces à des personnes qui se lancent, disent non, mais on reconnaîtra ma valeur. Je n'ai pas besoin de faire de publicité, de marketing, de communication, parce que j'ai telle valeur et les gens vont venir vers moi. Et ça,
il y a beaucoup de personnes qui ont, j'ai mon diplôme, donc je vais travailler. Oui, tu as raison. Alors, il y a plusieurs choses. C'est comme on disait, les étapes, d'accord? Une fois qu'on a validé toutes ces étapes-là, c'est la phase où j'ai besoin de me faire connaître. Et s'imaginer, d'accord, que, par exemple, moi, Sandrine, j'ai inventé le money profil et tout le monde va venir vers moi parce qu'il est absolument en forme. Bien sûr, j'en suis convaincue, mais ça, je suis heureusement d'ailleurs. Mais si tu veux, en gros, personne ne t'attend. Il faut pas se leurrer. On n'est pas attendu aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a un diplôme, qu'on sort d'une école, qu'on a fait ceci ou cela, que derrière on va trouver que les clients vont se précipiter sur nous. Ça peut être un mythe pour certains, et c'est vrai que je le vois quand je demande aux personnes de se présenter. Je dis alors je sors de telle école, j'ai fait ceci, c'est là je fais non, on s'en fout. On s'en fout. C'est exactement ce que je disais à mes élèves. Voilà, sans combler. Si tu veux, là, au départ, peut-être qu'après, je viendrai regarder, mais d'abord, qu'est-ce que tu as à me proposer qui va m'être utile? Et après, si effectivement ça peut m'être utile, je vais regarder qui tu es parce que, bien que aujourd'hui, tu vois, je vais prendre un petit peu le revers de ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn et je me rends compte que je vais d'abord accrocher avec des personnes et après regarder ce qu'elles font et me dire c'est chouette ce qu'elles font, tu vois. Donc les réseaux sociaux ont parfois un peu oui, mais les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent leur diplôme, et moi c'est ce que je disais à mes élèves, ne mettez pas votre diplôme, dites qui vous êtes, ce que vous voulez faire. C'est ça en fait. Et les réseaux sociaux, effectivement, tu vas aller dans une conversation, c'est dans la conversation tu vas apprécier ce que la réponse t'a amené et tu vas découvrir la personne ensuite. Ça c'est le piège un peu des réseaux sociaux. Et c'est vrai que tu es très active sur LinkedIn, c'est comme ça que tu développes tes clients, ta clientèle? Ouais. Oui. J'ai eu la chance je sais pas si c'est la chance, mais j'avais un réseau local aussi sur Avignon et autres depuis des années parce que j'étais en Bourgogne, et je suis revenue sur Avignon et j'ai retrouvé des personnes qui ne m'avaient pas oublié, et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer, tout ce que l'on a fait, tout son background, il est toujours là. On part rarement, sauf quand on part from scratch, qu'on a 20 ans et qu'on n'a rien, il y a tout à construire. Mais voilà, pour les personnes qui ont fait d'autres activités et qui reviennent, c'est quelque chose auquel c'est important de penser. On a toujours ce fond-là, en tout cas, il est présent. Et LinkedIn m'a permis vraiment de reconnecter avec ces personnes-là. Et même au niveau local, les personnes disent « Oh, mais t'es active sur LinkedIn !» Je dis « Ah bon, mais tu me vois ?» C'était assez extraordinaire. Et oui, j'ai choisi ce réseau parce que j'ai trouvé des valeurs, de professionnalisme notamment, où, moi, je suis sur Facebook, j'ai ma photo, mais si tu veux, je me sens pas très à l'aise. Voilà, pas de prospection sur Facebook, mais vraiment LinkedIn. Et du coup, tu es à fond sur LinkedIn, donc un seul réseau social pour vraiment être vu. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau où tu as à peu près 80 personnes qui viennent zioter et seulement 20 personnes qui sont actifs. Ah oui? Ouais. Donc c'est ça qui est, il suffit de pas être actif trop pour être bien vu déjà. On arrive très vite à être vu, et toujours c'est la relation, c'est-à-dire poster, mais aussi commenter, comparer, aller discuter avec les gens. C'est du social. D'ailleurs, réseau social. Réseau social, voilà. C'est-à-dire qu'on va sociabiliser avec toutes les personnes. Je voudrais revenir sur un truc qu'on a dit, puisqu'on est parti très très loin. C'est que tu disais que les personnes ont du mal à se faire payer en temps et en heure ou à demander un acompte. Mais déjà, on arrive au tout début où on monte son activité. Comment on fait pour trouver le prix juste pour vendre ses prestations ou vendre ses services? Services et prestations, parce que un produit, on sait qu'on va marger de temps, c'est un peu plus facile. Mais un service, une prestation, quelque chose qui... Même sur un produit. C'est très vrai sur un produit. Moi, j'ai vécu les deux. C'est-à-dire que j'ai d'abord vendu des services, après des produits, après des services. Nos produits, ce que l'on vendait, on était... Alors, si je prends la comparaison, on était entre 20 et 30% plus cher que nos concurrents. D'accord? C'était clair et net, c'était affiché. C'était affiché. La seule chose, c'est que aujourd'hui, c'est plus sur le produit que tu fais la différence, c'est sur le service que tu apportes. Donc, tu vois, ce que je disais de façon un peu erronée, un peu provocatrice, on était plus cher. En réalité, on ne proposait pas la même chose. C'est-à-dire que sur une même pierre, par exemple, oui, sauf que si tu passais chez nous, tu avais la livraison à domicile, tu avais un suivi, on avait une personne dédiée au suivi client, au suivi production, une personne dédiée. Et ça,
ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que, ou alors, ça a un prix. Oui, pour le client, il va le payer, d'accord, mais ça n'a pas de prix pour une entreprise. Mais et le client est prêt à payer aujourd'hui. Aujourd'hui, le client est prêt à payer tous les services parce que on est de plus en plus passé sur un numéro où on appelle, on n'arrive plus à avoir plus personne. Et donc, quand on a un bon SAV, tout de suite, on récupère du client. Et ça, c'est le produit. Oui. Ok. Tout à fait. L'objectif, c'était SAV 0. Dès que j'avais une ligne SAV qui commençait à monter, j'ai dit, attendez là, les gars, il y a un truc qui ne va pas. Ça, il faut revenir. Et du coup, après, tu mets en place des process qualité et autres. Le but, c'est d'avoir 0 SAV. Ça, c'est un vrai objectif d'entreprise. De répondre toujours aux gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail ou par téléphone, toujours répondre aux gens. Et donc, comment on fait pour fixer ces prix quand on arrive, donc on a switché. Alors, par exemple, on sort d'une grosse entreprise qui vendait comme ça, et nous, on sort et on se dit, mais moi, je peux pas vendre comme ça, je vends où exactement? Je suis où, tu vois? Alors, je vais pas donner des grandes règles, parce qu'il y a plusieurs théories là-dessus, d'accord? Il y a vraiment, t'as l'approche par le coût, l'approche par la valeur perçue, la proposition de valeur, tout ça. Bon. T'as même Tim Ferriss qui disait combien tu veux par mois et tu vends combien tu veux par mois, combien tu veux faire de prestations et donc combien tu les vends. Carrément, il partait de tout l'inverse, lui. Alors, moi, je suis totalement OK avec ça à partir du moment où tu as des clients en face qui reconnaissent que ce que tu proposes, ça le vaut. Et ça, c'est hyper dangereux dans certaines situations où des personnes font ça. Après, tu vois, alors j'avais mon salaire, je veux le même, je prends le nombre de clients et mon service, il vaut ça. S'il y a les personnes en face. Est-ce que tu as des clients en face qui sont... Non, mais tu vois, et qu'est-ce que tu mets dans ta presse? Alors oui, alors après, on travaille sur des mois à constituer un produit avec plein d'accompagnements, plein de trucs, de machins. Alors, ils ont passé la vie des rats, il n'y a pas un client. Au bout de 2 ans, j'en ai pas vendu. Je suis à 2005, parce que la grande mode, c'est 2005, 3000 pour s'en sortir, grosso modo, puisque c'est facile. Tu fais un chiffre de 6000, tu divises en deux, tu as 3000. On s'imagine que tu fais un produit à 6000, tu as 3000 de revenus. Ça y est, pépère, tu as tout gagné. Si c'était ça, bien écoute, je crois que nous serions tous à notre compte et que tout le monde marcherait de façon extraordinaire. C'est pas aussi simple. C'est magique. Faudrait que je trouve le montage avec des petites paillettes. Ouais, moi je veux bien. C'est pour ça que j'ai pas de recette, parce que ça peut fonctionner. Il y a une condition à ça, c'est que le produit ce que tu as créé, tu as validé. Une chose, c'est que tu as des clients en face. C'est la seule chose qui prévaut. Voilà. Et donc, comment une personne qui vient de se mettre à son compte, est-ce qu'elle se compare aux autres ou est-ce qu'au contraire, elle ne doit pas se comparer aux autres? Si tu veux, moi, c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Alors, je vais te parler de comment moi j'ai fait. D'accord? C'est une autre école, mais parce que, en plus, j'ai créé l'outil. Donc, si tu veux, quand tu crées ta méthode, moi, je me dis, bon, ok, pour moi, il est formidable, mais qu'est-ce que ça vaut? Donc, j'ai testé le Money Profil avec 4 ou 5 bêta-testeurs, voir ce que ça donnait. Quand j'ai vu les retours et les transformations, je dis, oula, peut-être que des gens qui vont vouloir payer. J'ai commencé mes 2 premiers 50 €. Je savais pas ce que j'avais, d'accord? Et à chaque fois que je faisais un Money Profil, comme on dit, c'est une personne qui m'a interviewé, ça rentrait dans du beurre. Ben oui, les gens me disaient, ok, mais j'augmentais. Et en même temps, je construisais mon produit. Donc, le Money Profil fait par une personne il y a 1 an et le Money Profil fait aujourd'hui. Alors, heureusement, il y a toujours la transformation a lieu, mais par contre, effectivement, je vais beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, c'est plus le même produit. Et c'est grâce aux clients, aux personnes qui l'ont fait, que j'ai incrémenté, que j'ai affiné. Au retour client que tu demandes aussi. C'est-à-dire que quand un client part, il faut savoir, quand un client a fini avec toi, il faut savoir ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, comment ça s'est passé. C'est très important d'avoir un feedback. Ça. Donc après, à partir du moment où les personnes qui font ce travail de transformation de leur relation à l'argent transforment, tu dis, il y a quelque chose. Quand tu fais un accompagnement pour une personne et que à la clé, elle a pu financer l'embauche d'une personne sur une année, tu te dis que quand même, ça a servi. Voilà, quand tu le fais avec une personne qui te dit, Sandrine, après mon Money Profil et j'ai changé mon business model, c'est un consultant et j'ai fait 60 000 € hors taxe de chiffre supplémentaire sur l'année et qu'en plus, tu vois, et là tu dis, bon, ben ok,
Tu vois, ça, c'est du... Alors là, c'est la partie immergée de l'iceberg. On parle de chiffres, ça le fait. Après, je ne te parle pas de toutes les transformations personnelles et des changements qui sont intervenus au niveau de la personne sur ce que j'appelle moi le bien-être, hein, parce que c'est aussi là-dessus que l'on joue. Hein, faut pas... Il y a le côté business, il y a le côté perso. Alors, c'est moins bling-bling, hein, c'est moins explosif. En même temps, si ça intéresse des personnes, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles sur des clients qui ont accepté en changeant les noms. Je voulais regarder l'histoire de Camille et ce qui lui est arrivé dans sa vie. C'est pas des zéros en plus qui l'ont fait changer, c'est sa vie qui a changé. Mais au lieu d'être stressé pour l'argent qu'on n'a pas encore rentré, parce que l'état d'entrepreneur, ça les gens ne le savent pas, mais c'est vraiment des montagnes russes. Il y a des jours où ça se passe très bien, super, on fait sa petite bière à la fin, et puis il y a des jours où on va bosser jusqu'à 21h parce qu'on n'a pas fini, et puis il y a certains jours où on va se prendre des vacances. C'est le côté rose, on se prend des vacances, je le montre. Le côté moins rose, c'est que je bosse jusqu'à 21h, 22h. Oui. Il y a de tout, voilà. Et ça, c'est la relation à l'argent. Est-ce que tu as quelque chose pour les personnes qui ont du mal, justement, à aller afficher des prix et aller... Est-ce qu'il y a quelque chose qui débloque un peu tout ça? Alors, oui, il y a des choses qui débloquent. C'est ce que j'appelle aller dézinguer vos croyances et aller dézinguer vos peurs. Ça, c'est la première des choses. Regardez tout ce que vous avez construit autour de l'argent et détricotez-le. Soit vous arrivez à le faire de votre côté et c'est très bien, soit c'est là que ça se passe. Toutes les recettes que vous recevez de l'extérieur, ça marche à une condition, c'est que vous ne les bloquiez pas avec ce qu'on appelle aujourd'hui le mindset. Si vous les bloquez, je prends souvent, moi, j'adore la cuisine. Hein. J'ai le bouquin de Ducasse, c'est quelque chose que j'utilise souvent comme comparaison. J'ai beau avoir les recettes de Ducasse, je n'arrive pas à faire les recettes de Ducasse. D'accord? Disons que le goût, ce sera jamais du Ducasse. Tu viens manger chez moi, j'ai son livre de recettes. Mais t'as pas la cuisinière, t'as pas les aides, t'as pas le... Voilà. Mais t'as quand même l'esprit Ducasse avec toi. Voilà, j'ai l'esprit Ducasse avec moi, mais j'ai pas, voilà. Et ben, c'est un peu la même chose avec l'argent, surtout si vous bloquez sur certains, il y a des blocages qui sont allés se glisser. Tu peux avoir les meilleures recettes du monde. Il y a un moment où ces blocages-là, si tu les fais pas sauter, ben, ça passera pas. Et c'est comme ça. Après, j'ai un autre tips. Si ça vous intéresse, ça, c'est de la recette. Et si ça marche, eh ben, c'est tant mieux. Vous faites 3 colonnes. Le prix que vous faites actuellement. Dans une. Le prix que vous voudriez faire, le rêver dans l'autre, dans celle qui est à l'extrême. Et dans celle du milieu, vous allez noter le prix que vous avez réussi à concéder. C'est la petite augmentation qu'on a réussi à faire passer. Tu vois? Voilà. Et allez-y petit à petit, sans vous brusquer. Et puis, tu sais quoi? La personne, j'ai bon, parce que c'est un outil que j'utilise assez souvent après les monnaies profil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, celles qui ont débloqué, elles font directement le prix rêvé. Et comme par hasard, ça le fait. Mais ça le fait pas par coup de baguette magique. Non, c'est parce que c'est aussi des personnes qui sont du coup beaucoup plus sûres quand elles annoncent un prix, qui sont persuadées que ça vaut ce prix-là et la personne en face le reconnaît. On le sent quand les personnes hésitent ou sont plus directes. Et la première hésitation que tu ressens envers tes prix, c'est la première perception justement que perçoit la personne en face. Donc, si tu n'es pas aligné avec ça, faible probabilité qu'en face, ça le fasse. C'est logique. C'est tellement humain. Hein, on ne travaille que de l'humain. Et les projections que vous faites, que chacun de nous fait sur l'argent, ça part de nous. Une projection qui t'a étonné dans tes clients? Oh là là, les plus étonnants, mais tout est étonnant dans la projection sur l'argent. C'est-à-dire que quand je fais mon questionnaire, quand les personnes répondent, il y a des personnes qui rigolent sur certaines réponses et je leur dis, mais attends, là où toi tu ris, il y en a qui pleurent. Oui. D'accord? Il y a des croyances qui peuvent, c'est vrai, surprendre, si je gagne plus d'argent, j'aurai moins de chance en amour. Ah oui. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, ouais. Non, pourquoi cette histoire-là? Il y en a qui rigolent. Mais je te promets que, pareil, l'argent qui couperait de la spiritualité, là, je vais dans le côté perso, hein. Après, il y a autre chose qui est vraiment flagrant, hein. Quand on travaille avec des dirigeants et des indépendants, c'est le degré de fusion que j'ai avec ma boîte. Alors, quand on est indépendant, moi, je suis seule dans ma boîte, c'est vrai que ma boîte, c'est moi. Et on a du mal des fois, à séparer les choses.
tu critiques ce que je fais, donc tu me critiques moi. Non, tu critiques le site web parce que toi, tu as envie de ceci ou cela. Moi, je suis moi. Et moi, je suis artisan, donc je vais faire ce que tu demandes. Et oui, et là... C'est difficile de séparer les choses. Alors, intellectuellement, c'est facile à faire. D'accord? Intellectuellement, c'est facile. Mais l'incarner, c'est autre chose, ouais. Et c'est là-dessus, très souvent, qu'il y a des choses à activer, des clés à tourner. Ouais. Bien, ben merci beaucoup Sandrine pour toutes ces explications autour de l'argent. Quand on se lance, c'est vrai que c'est pas évident de savoir où est sa place, et surtout quand on vient d'un autre métier où l'argent tombait tous les mois, c'est difficile. Et puis bon, ben après il faut apprendre aussi à vivre avec ces montagnes russes, parce que le Covid, franchement, personne l'avait vu venir. Et donc voilà, on a survécu, la plupart ont survécu, et c'est une super aventure d'être à son compte. Je confirme. Tu confirmes. Depuis un sacré bout de temps. Ça va faire plus de 20 ans, 24 ans. Oui, c'est ça. J'ai dit 25 ans, j'arrondis, mais... Félicitations. Bien. Et ben, merci beaucoup. Donc, il y aura les coordonnées de Sandrine en dessous pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci.